Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs de ce soir, bonsoir à vous tous, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, on espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, donc notre live de ce soir, on va faire un petit live ce soir, afin de parler de l'Afrique, de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe dans le continent, également de ce qui est en train de se passer partout dans le monde, notamment au Venezuela. Donc voilà, on va parler du Venezuela. On va essayer de mettre un peu en relation, mettre en lumière ce qui se passe chez eux, à ce qu'on a déjà vécu en Afrique, notamment en Libye. Donc on va parler de ça. On va parler de ça. Et nous parlerons également de ce qui a fait l'actualité ces derniers temps sur le franc CFA et la crise entre l'Italie et la France. Voilà, donc on va parler de ça. Et puis on va déborder sur d'autres sujets tout au long de notre émission. Voilà. Je vais juste rappeler à ceux qui nous écoutent ce soir, si vous souhaitez intervenir, ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype. Vous nous demandez la parole et puis on va vous rajouter si vous avez un mot à dire. On vous donnera la parole. Voilà, merci à vous tous d'être connectés avec nous ce soir. Voilà, tiens également à remercier, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées sur notre page. On a à peu près, je pense, 28 000 abonnés sur Son Tabou. Donc merci à vous de nous soutenir, ça nous fait plaisir, Donc continuez à vous abonner, continuez à partager nos émissions dans vos groupes, dans vos pages Facebook, murs, voilà, partout. Partagez un grand max. Alors je vais commencer par dire bonsoir à l'équipe qui est avec moi connectée ce soir. Bonsoir Armel. Armel, bonsoir. Allô Armel, tu peux activer ton micro. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Alain, bonsoir à l'équipe en place de Sans Tabou et bonsoir à tous les panafricains. Merci Armel, bonsoir Gobam. Bonsoir Alain, bonsoir à toute l'équipe Sans Tabou, bonsoir à tous nos auditeurs, toute l'Afrique, bonsoir à tout le monde. Merci Gobam, ça faisait longtemps, on n'avait pas entendu Gobam sur Sans Tabou, donc bonsoir à Gobam et bon retour. Merci. Bonsoir Cédric. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, très content d'être une fois de plus parmi vous. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui parle de tout, comme a dit Alain, c'est un sujet qui est assez général, c'est pas propre au Gabon, au Cameroun, au Bénin ou je sais pas dans quel autre pays. Donc vous êtes tous invités à vous connecter, vous êtes tous invités à venir donner votre point de vue. Ce sera sur le Skype Sans Tabou 241, donc vous pouvez vous connecter, nous retrouver là. Sur ce, partagez le live, invitez vos amis et voilà, ce serait intéressant. Merci là. Tout à fait. Partagez le live également. Si vous souhaitez intervenir, ça se passe sur le Sans Tabou 241 qui est affiché sur la présentation de l'affiche là actuellement. Donc vous cliquez, vous envoyez un message simplement. Vous dites que vous souhaitez participer à l'émission et puis on va vous rajouter. Voilà. Bonsoir, le génial. Allô, le génial. Bonsoir Alain, bonsoir Sans Tabou. Merci de me donner la parole. Merci de participer merci de me donner l'opportunité de participer à ce live intéressant. Encore une fois, on va parler d'un peu tout le monde entier. On va aller en Amérique du Sud. On va venir en Europe, on va partir faire un tour aussi en Afrique. En Afrique, il y a quand même pas mal, une grosse actualité. Donc voilà. Merci d'être présent, partagez le live et puis merci là. Tout à fait. Merci le génial. Voilà. Donc vous savez quoi faire si vous souhaitez intervenir. Ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype et puis on va vous donner la parole. Je vois que Gobam a beaucoup de succès sur Facebook, il y a des gens qui sont contents de te retrouver. Donc il y a Romuald qui dit bonsoir, qui dit oh Gobin bon retour du mont Sinaï. Et puis il y a Sidouane Maganta qui dit
mon cher frère Gobam, ça fait longtemps. Donc, tu vois, les gens sont très très contents de te retrouver. Donc, je veux dire bonsoir à quelques personnes. Il y a Gladys Priska qui nous envoie un bonsoir. Bonsoir à vous. Il y a Otunga Joyce. Bonsoir à vous également. Sidoine, donc j'ai cité. Bonsoir à vous. Romuald. Aboubakari Doucouré. Bonsoir à vous, où vous vous trouvez. Hein. Donc, bonsoir à vous. Voilà, bonsoir à tout le monde. Mettez plein de messages, mettez des commentaires. Et puis, si vous souhaitez intervenir, je le répète, ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype. Et puis, on va vous donner la parole. On est à 30 personnes de connectées. Partagez l'émission. Alors, j'ai envie de diffuser un bref résumé de ce qui se passe au Venezuela actuellement. Donc voilà, donc je vais diffuser ça et puis nous allons en parler tout à l'heure. Dites-moi si ça passe chez vous, hein. Donc si ça ne passe pas, envoyez des messages et puis c'est pas grave, je vais la rediffuser après. Juan Guaidó, c'est le président du Parlement vénézuélien. Mercredi 23 janvier, il s'est autoproclamé président en exercice du Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Son but, c'est que Nicolás Maduro, le président du Venezuela depuis 2013, quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Et il n'est pas le seul à vouloir cela. Ce départ, de très nombreux Vénézuéliens le réclament aussi. C'est pour cette raison que des dizaines de milliers d'entre eux manifestaient mercredi 23 janvier. Et plus le temps passe, plus la pression s'accentue sur Nicolás Maduro. Depuis 2014, ses adversaires lui reprochent principalement de contourner la Constitution et de diriger le pays en autocrate. Ils lui imputent aussi l'effondrement de l'économie du pays. Mais malgré les nombreuses manifestations, et notamment celles de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts, malgré une inflation monstre, le FMI prévoit qu'elle atteindra 10 millions % en 2019, et malgré le départ à l'étranger de beaucoup de Vénézuéliens, plus de 2 millions depuis 2015, Nicolás Maduro tient bon. Il a été élu président en mai 2018 et investi le 10 janvier pour un deuxième mandat de 6 ans. Mais ce mandat est contesté par l'opposition, comme par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine. Du coup, le président des États-Unis, le président brésilien et 10 autres pays ont reconnu, sitôt autoproclamé, Juan Guaidó, président du Venezuela. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. De son côté, l'Union européenne a réclamé des élections libres et crédibles. Quant à l'armée vénézuélienne, elle rejette l'autoproclamation de Juan Guaidó comme président par intérim. Alors, on vient de suivre cette vidéo qui résume assez bien la situation, la crise au Venezuela. Hein. Donc cette vidéo qui nous révèle plein de choses. Déjà de 1, le pays va très mal. La vie est très difficile au Venezuela. Les Vénézuéliens vivent très mal et voilà. Hein, donc c'est la situation, je peux pas la cacher. Certainement tout le monde doit être au courant de ce qui se passe chez eux. C'est très compliqué actuellement chez eux. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous avons un homme, donc Juan Guaidó, peut-être que je prononce mal, qui s'est autoproclamé président en exercice du Venezuela. Alors, donc il a été reconnu par les États-Unis, par le président du Brésil et également d'autres présidents. Et on a l'Union européenne qui, elle, ne s'est pas réellement prononcée, mais elle souhaite des élections transparentes. Alors, j'ai envie de donner la parole à mes chroniqueurs, mes amis de Sans Tabou, mes collègues. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation, de cet homme qui s'est autoproclamé président, et également la situation. Est-ce que selon vous, Nicolás Maduro
peut être vu comme un dictateur. Voilà, donc sachant qu'il est au pouvoir depuis 2013 et qu'en 2018, en mai 2018, il a été réélu président. Alors, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de donner la parole à Gobam. J'ai envie d'avoir ton ressenti, ton avis là-dessus, Gobam. Oui, merci. Là. Bonjour à tout le monde. Hein. Salut, Robien. La situation, à mon avis, elle est très, très explosive. Parce que ces deux protagonistes, Maduro et Guaido, sont tous deux du même pays. Et apparemment, chacun se réclame comme étant légitime. Donc, moi, j'ai peur d'une guerre civile au Venezuela. Je suis pour la paix et j'ai mal quand je vois des frères se tuer pour le pouvoir. On le voit clairement hein, que certains pays comme l'Amérique et la Colombie se sont prononcés clairement. Ils n'ont pas tenu compte du résultat prononcé par l'État du Venezuela. Ils ont clairement choisi Guaido comme étant leur homme. Pourquoi? Sûrement à cause d'intérêts que je ne maîtrise pas. Et c'est sûr qu'ils vont lui apporter du soutien financier, soutien militaire. Et à la fin, je crains vraiment qu'il y ait un conflit armé dans ce pays. Et c'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, les deux camps, à mon avis, devraient faire preuve de retenue, discuter tranquillement et trouver un compromis pour éviter le pire. Parce que lorsque les frères se battent, il y a toujours des personnes à l'étranger, très très loin, qui profitent du désordre et du chaos. En n'étant pas du Venezuela, je saurais dire à ceux qui m'écoutent maintenant, si c'est Maduro qui a raison ou si c'est Guaido qui a tort, je ne sais pas. Hein? Et si il y a un qu'on considère comme étant dictateur ou pas, je ne sais pas. Parce que c'est compliqué. Rappelez-vous, Hugo Chavez, qui pour moi était un homme assez bien, était considéré comme étant un dictateur par l'Amérique et la France. Donc c'est très subjectif. À mon avis, malheureusement, dictateur pour l'Occident, le plus souvent, c'est celui qui refuse de se soumettre aux ordres et de vendre son pays. Le plus souvent. Peut-être que je me trompe, mais le plus souvent c'est comme ça. Donc c'est très subjectif. Mais... Donc nous étant africains, on voit cela avec un regard un peu distant et on regarde, on observe. Mais justement, mais petite question, Gobam, à quel niveau on peut qualifier qu'un président est dictateur ou pas en fait? Quels sont les actes que cette personne produit qui vont lui donner ce rôle de dictateur? Moi je pense qu'un dictateur c'est celui qui vient au pouvoir pour ses propres intérêts, qui s'enrichit aux dépens du peuple et qui refuse de quitter le pouvoir, donc par la force des armes. Mais il y a aussi des personnes qui estiment que si elles relèguent le pouvoir à d'autres, le pays sera vendu au plus offrant. Donc c'est cette situation qui est un peu compliquée dans le cadre du Venezuela, où on peut se dire de manière légitime que Maduro estime que s'il relâche le pouvoir entre les mains de Guaido et des autres, ils vont vendre le pays aux Américains ou bien à d'autres groupes, d'autres pays puissants, etc., au dépourvu des populations. Donc c'est compliqué. Donc sur le point de vue humain, on jugera du dictateur, mais est-ce qu'il est vraiment dictateur ou est-ce qu'il essaye de se battre pour préserver la souveraineté de son peuple? Parce que c'est la question fondamentale que nous avons tous de nos jours. On a un problème de souveraineté. Il y a des pays qui sont, entre parenthèses, indépendants, mais qui ne sont pas vraiment indépendants. Bien que les populations estiment que celui qui est au pouvoir est un dictateur, mais s'il se bat pour la souveraineté, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et il faudrait vraiment que les Vénézuéliens fassent preuve de sagesse pour comprendre en profondeur le problème géopolitique de leur nation. Sinon, ils vont se faire mal et ils vont finir dans la guerre. Donc, c'est compliqué. Donc, vraiment, Dieu seul sait. Comme je dis, je ne suis pas expert sur ce pays, mais je me dis que c'est possible que un des protagonistes, Maduro, puisse être qualifié de dictateur alors que le pauvre essaye simplement de défendre la souveraineté de son peuple. Même si je reconnais qu'il puisse utiliser des méthodes un peu barbares, parce qu'il y a eu quand même 100 morts. Et c'est difficile. Et pour conclure rapidement, je vais vous donner une analogie. Hein? Si tu es dans un avion et tu es pris en otage et que ton collègue veut libérer les otages de l'avion mais que personne ne sait piloter, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc il y a des cas de figure qui sont tellement compliqués qu'il faut prendre des pincettes et ne pas être trop hâtif dans le jugement. Parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Voilà un peu mon point de vue. D'accord, merci Gobam pour ton point de vue là-dessus. On va revenir un peu plus tard avec toi. Je vais donner la parole à Cédric. Cédric, j'ai envie de prendre ton avis là-dessus, sur ce que on assiste au Venezuela, sachant que
il y a un embargo sur ce pays. Donc les matières premières, donc des aliments, surtout des aliments, n'arrivent plus à pénétrer dans ce pays. Et Guaido, je pense cette semaine, a dit qu'il devrait recevoir une aide humanitaire au cours du mois au cours du mois de février. On va prendre ton avis là-dessus, Cédric. Oui, mais justement, cette aide humanitaire est devant les frontières. Je crois que c'est entre la Colombie et le Venezuela, si je ne me trompe pas. C'est au niveau de cette frontière-là. Et elle ne peut malheureusement pas être achalandée à l'intérieur du pays parce que le président pour moi, le président actuel ne veut pas faire entrer ça. Au-delà pour lui, il estime que c'est pas, ce n'est pas comme ça que ça devrait entrer, d'autant plus que ça revient des États-Unis et que le président des États-Unis a dit clairement que il ne voit pas d'inconvénient à pouvoir utiliser l'arme pour enlever ce président entre guillemets dictateur. Et il faut dire que la situation du Venezuela est certes dégradante, mais elle a été quelque part causée par les États-Unis qui ont tout fait pour pouvoir perturber leur pétrole. La richesse du Venezuela est quelque part basée sur le pétrole. Donc, quand les États-Unis voient comment freiner leur rythme et leur économie, c'est clair que le pays se retrouve touché. Maintenant, ça ne justifie pas qu'il y a eu de la corruption, il y a eu des malversations entre le président et ses collègues militaires. C'est très très compliqué cette situation parce qu'on ne sait pas, on peut pas dire qui a raison et qui a tort. On sait très bien, comme l'a dit Goubam tout à l'heure, lorsque les Occidentaux portent un intérêt ou essayent ou font semblant de porter un intérêt envers un peuple qui n'est pas les leurs, c'est clair que c'est des jeux d'intérêt derrière. Il y a le pétrole justement qui est revenu de là qu'il faudrait bien utiliser. C'est pas très loin du cas de ce qui s'est passé en Libye. Donc on ne sait pas. Moi je suis très très confus. Je pense que c'est au peuple vénézuélien de faire leur choix et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ce que j'espère, c'est que ce peuple ne va pas tout bêtement enlever Maduro pour pouvoir mettre quelqu'un qui viendra servir les intérêts des Occidentaux avant de servir leurs propres intérêts. La question aujourd'hui est de se demander, est-ce que on doit enlever un dictateur ou mettre un esclave ou encore un ambassadeur du pays? Parce que celui qui viendra ne servira pas forcément les intérêts du pays, mais il sera l'ambassadeur des pays occidentaux, des États-Unis naturellement, qui est dans le cas du Venezuela. C'est la vraie question. Est-ce que le président qui viendra servira les intérêts de ce pays-là? Parce que ce qui se passe au Venezuela, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays. On n'a pas, dans le cas de la Libye, on a plusieurs exemples. En effet, on a plusieurs exemples. Mais moi, j'aimerais revenir sur le fait qu'il y ait un président qui se soit autoproclamé président. Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez aberrant. Ouais, mais c'est clair que moi, en respectant cette fameuse constitution, on ne devrait pas reconnaître ce président qui s'autoproclame parce qu'il faut qu'on respecte aussi la constitution du pays. Et la constitution du pays fait que c'est Maduro qui est président. Donc, il faut respecter la constitution du pays. C'est là où ça devient ambigu. C'est là où on a l'impression qu'il y a, il y a une main noire qui voudrait faire changer des choses dans ce pays-là. Je pense qu'il devrait respecter cette constitution-là. La meilleure solution pour moi, c'est tout simplement d'entrer dans un dialogue avec le président actuel, de voir de voir de quelle manière on peut essayer d'assouplir tous les critères qui les empêchent de pouvoir relancer leur économie ou de pouvoir relancer leur activité pétrolière, et qu'on essaie tout simplement de faire cette pression-là pour qu'il y ait plus de transparence. Ça ne sert à rien d'aller avec le bâton lorsqu'on sait que le bâton va finir par tuer tout le monde. Il est mieux de partir en négociateur. Moi, je pense que c'est ça, parce que la solution n'est pas d'enlever mon bureau comme ça, d'autant plus qu'il a aussi des militants. Comment ça va se passer? Il a aussi des militants derrière lui. C'est pas comme s'il est seul avec les militaires. On a vu mardi, la grande marche qui a été organisée mardi. Ceux qui sont contre Maduro sont là, mais ceux qui sont pour Maduro sont aussi de l'autre côté. Donc on ne sait pas. Ça crée une certaine tension au sein même du pays.
La solution, c'est d'entrer en pourparlers ou de partir avec l'arme pour pouvoir détruire tout un pays et profiter de ses richesses. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a Gladys Panama qui nous dit Venezuela égale les plus grosses réserves de pétrole du monde. Donc, on a également vu, on a vu il y a quelques jours, notamment lorsque l'ONU a été convoquée, on a vu la Russie et la Chine qui se sont opposés à une intervention au Venezuela. Donc voilà, vous comprenez que la situation est très dangereuse dans ce pays. Je vais donner la parole à Le Génial, on va t'écouter. Oui, merci Lin. Ben justement, tu fais bien de donner cette information que la Russie et la Chine, ben il faut savoir, on se sont opposés justement à l'intervention, en fait, la tentative pour de certains pays, on va dire, notamment les États-Unis, d'instrumentaliser comme ils ont l'habitude de faire, ou même la France, d'instrumentaliser l'ONU pour intervenir dans un pays souverain. En fait, quand on retourne dans l'histoire, avant la prise de pouvoir du prédécesseur de Maduro, hein, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, l'ancien président de Hugo Chavez. C'était les États-Unis, en fait, les grandes compagnies américaines qui géraient le pays et donc qui exploitaient le pétrole. Donc les États-Unis ils avaient même leur plus grosse part de pétrole qui revenait des États-Unis. Et donc l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, qui était un militaire socialiste, a tout changé. Donc il a donc chassé les grandes entreprises américaines et il a nationalisé le pétrole en fait vénézuélien. Et donc il a nationalisé un certain nombre de sociétés. Et il a aussi fait rentrer dans l'économie les Russes et les Chinois pour l'exportation du pétrole. Donc il a un peu renégocié des contrats. Évidemment, les Américains, donc étant partie du pays, n'étaient pas contents, ont tout fait pour le déstabiliser. Et donc, bon, manifestement, ils ont eu sa peau puisqu'il est décédé d'un cancer et tout le monde, c'est souvent l'arme utilisée par les services secrets pour éliminer, on va dire, les personnes gênantes. Allez, on va dire ça comme ça. Du coup, Hugo Sanchez étant mort, Maduro était son bras droit et c'était même son vice-président. Donc, en fait, ce que Cédric a dit et ce que Gobam a dit, on va dire, se complètent. Et moi, je viens sceller la pierre. Hein. En gros, Maduro est le bras droit de Hugo Chavez. Donc, Hugo Chavez était une cible des États-Unis. Donc, Maduro se retrouve naturellement une cible des États-Unis également. Et effectivement, il y a la grogne sociale dans le pays, tout simplement parce que... Mais là, j'ai juste à souligner que c'était la même chose qui s'est produit lors des printemps arabes. Hein. C'était un peu ce genre de soulèvement qui était. Est-ce qu'on peut se dire que là c'est une manipulation qui est en train d'être faite, et aussi du fait qu'on a quand même gelé beaucoup d'avoirs du Venezuela, du coup oui, voilà. les devises ne valent plus rien. Non, justement, en fait, en tout cas, le printemps vénézuélien, si on peut appeler ça comme ça, il est très certainement piloté depuis l'extérieur, c'est-à-dire que ils ont bloqué les avoirs. On a parlé d'embargo international sur les importations et les exportations vénézuéliennes. Donc, c'est un pays qui est asphyxié financièrement. Donc, à partir de là, forcément, Maduro a de moins en moins de pouvoir pour contrôler l'économie du pays. Donc, en gros, ils sont en train de l'asphyxier pour pouvoir faire que son peuple se retourne contre lui. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, une partie de son peuple s'est retournée contre lui. Et ce Guaido-là, on va dire que moi, je comprends pas. D'un côté, dans certains pays, il y en a qui peuvent tuer leur population. Ensuite, les institutions disent qu'ils ont gagné les élections présidentielles et puis tout le monde applaudit parce qu'ils sont d'accord avec le système mis en place mondial. Et d'un autre côté, quand le système ne met pas d'accord, ils disent oui, c'est un dictateur. Non, à un moment donné, il faut savoir, c'est un dictateur ou c'est pas un dictateur. Vous parlez de qui là? Vous parlez de qui? Ben écoute,
on va dire que on va pas retomber, on va pas revenir trop vite sur nos actualités, mais on va dire que globalement on constate ça dans plusieurs pays, quoi. Dans plusieurs pays on constate ça. Vous faites référence à quelle élection, par exemple, qui s'est déroulée? Par exemple, l'élection, non, on peut prendre par exemple l'élection au Cameroun, l'élection au Congo, l'élection en RDC, enfin, il y en a plein, quoi. Franchement, il y en a eu un paquet, là, dernièrement, là, entre 2015 et maintenant, il y a eu un bon paquet d'élections bizarres qui sont passées et qui ont été... Bon, alors, je ne sais pas concrètement pour le résultat de l'élection s'il y a eu des fraudes majeures et si effectivement Maduro a triché pour se maintenir. Ce qui est sûr, c'est que Guaido, là, il semble être, on va dire, le cheval de Troie, en fait. Oui, mais je rappelle quand même que ce personnage s'est autoproclamé sans qu'il y ait eu d'élections. L'élection s'est déroulée en mai et lui s'est autoproclamé là tout dernièrement en décembre. Donc, Ah oui, mais justement, parce qu'il faut savoir que justement ce Guaido, il est soutenu par, vous avez dit les États-Unis, la Colombie et certains pays, l'Argentine, et il est soutenu aussi par la France. Vous avez dit que l'Union européenne ne s'est pas prononcée, mais par contre la France, elle s'est prononcée. Et en fait, il faut savoir que il y a certains pays qui sont contre Maduro parce que la pression qui est en fait au Venezuela engendre un certain nombre de personnes, de Vénézuéliens qui se déplacent, qui sortent de leur pays. De migration. Il y a une migration et donc il y a une forte migration, notamment en Colombie puisque c'est leur frontière. Et là, concrètement, ça crée sincèrement un déséquilibre en fait au niveau des pays d'Amérique latine en fait. Quand il y a à peu près 3 millions de personnes qui se sont déplacées, c'est quand même énorme. Ça fait 10% de la population vénézuélienne apparemment. C'est quand même énorme pour être souligné. Après, il y a aussi le fait justement, on a également parlé de la caravane de migrants. Donc, vous voyez, c'était chez eux, ce train de migrants qui on a entendu parler il y a quelques jours, il y a quelques mois déjà. Alors, merci le général. Oui, termine rapidement, moi je vais donner la parole à Armel. Oui, alors je termine rapidement pour dire que donc on va dire que l'intérêt par exemple pour le Donald Trump est double au Venezuela parce que il y a aussi un intérêt électoraliste parce qu'en Floride il y a beaucoup de personnes d'origine vénézuélienne et donc dans le cadre des élections en 2020 je crois hein, il aurait bon jeu de faire tomber Maduro en fait. Parce que les gens qui sont en Floride, qui sont d'origine vénézuélienne, c'est des gens évidemment qui ont fui leur pays, donc qui pourraient être des voix pour lui. D'accord, merci. Ils ont pris la nationalité, quoi. En plus de l'intérêt économique, n'est-ce pas, que les États-Unis ont pour le Venezuela. Voilà. Merci le général de nous avoir éclairci sur certains points notamment. Je vais prendre Armel, on va écouter si tu as un mot à dire là-dessus et puis on va avancer. On parlera de la crise entre l'Italie et la France. Armel, est-ce que tu aurais un mot à dire? Est-ce que ça t'étonne ce qui se passe au Venezuela? Est-ce qu'on peut parler aussi de similitudes avec ce qu'on a vécu en Afrique, notamment en Libye, où Muammar Kadhafi avait été renversé? On avait un peu assisté à la même chose, hein, où ces pays-là, quand ils se mettent entre eux pour évincer quelqu'un qui ne plaise pas à leur tête, vous savez comment ça se passe. Armel. Merci de me passer la parole. Vraiment, la situation est compliquée au niveau du Venezuela parce que le président Nicolás Maduro, pendant les 5 ans qu'il a été là, il n'a pas fait un excellent travail comme l'a fait Hugo Chavez. En ce moment, il a moins de 20% de popularité dans son pays et il y a une faim qui prend de l'ampleur dans le pays. Okay, c'est vrai qu'il a signé des contrats avec la Chine, la Russie pour le supporter, mais moi je pense que pour un président, il aurait pu s'arranger à ce que la population ait quelque chose à manger et que, que l'économie tourne. Et on voit clairement qu'il y a une ingérence des pays puissants comme les États-Unis qui
qui n'a pas eu honte de se proclamer, d'accepter l'élection les résultats de Monsieur Juan Guaido. Et ça, c'est vraiment inapproprié de la part de la France. Il n'y a même pas eu d'élection, il s'est autoproclamé. La vidéo le dit, il s'est autoproclamé sans élection, sans qu'il y ait rien eu. Lors d'un meeting, il s'est autoproclamé. Non, il était président d'une assemblée, ok? Et l'article 233 de leur constitution stipule que tant qu'il n'y a pas encore de président en cours, le président de leur assemblée peut s'autoproclamer. C'est la stipulation 233 de leur article qui stipule cela. Alors, quand la France et les autres pays valident cela, ce n'est pas approprié. Nous savons que l'Amérique achète 40% de son pétrole au Venezuela et que, vu que Chavez a refusé de donner à l'Amérique le pétrole par le passé, c'est normal qu'ils viennent en ce moment parce qu'ils voient qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les candidats. Et ils ont déjà choisi la personne qu'ils veulent, comment dire ça? Ils veulent que le Juan les représente, tout simplement comme l'a dit le génial. Ils ont leur cheval de Troie qui va leur donner des contrats. Mais il y a un conflit qui va se passer. La Russie et la Chine ne vont pas accepter cela parce qu'eux aussi reçoivent du pétrole du Venezuela. Et qui est-ce qui bénéficie et qui est-ce qui va souffrir? Dans tout ça, c'est la population qui souffre. C'est la population qui va souffrir. On a vu récemment au Congo que la France n'a pas accepté les résultats de M. Tshisekedi. Et la Russie et la Chine encore ont dû supporter M. Tshisekedi aux Nations Unies pour qu'on accepte cela. Vous voyez une ingérence qui se passe un peu partout. Et imaginez un pays africain venir faire ça aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils prendront cela? Ce ne sera pas accepté. Alors, eux, ils veulent qu'il y ait la stabilité dans les autres pays, mais ils sont les premiers à déstabiliser les autres pays. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas normal. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Armel, merci pour toi pour ton intervention. Je vais rappeler à ceux qui nous écoutent ce soir, si vous souhaitez intervenir, ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype. Vous nous demandez la parole et puis on va vous rajouter dans cette émission. Je vais prendre Gobam qui veut. Est-ce que tu souhaites rebondir? Après on va avancer. Bien sûr. Vas-y. Rapidement, juste pour dire que on doit comprendre aussi que l'ingérence, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que au Venezuela, d'après ce que j'ai pu comprendre, Hugo Chavez avait utilisé le support des Russes et des Chinois pour renverser l'ancien président. Donc les Américains estiment quelque part que c'est eux les rebelles. Ils sont venus changer l'état des choses. À l'époque, les compagnies américaines exploitaient le pétrole vénézuélien et il y a eu Hugo Chavez qui est venu tout renverser. Donc pour eux, ils essaient de restaurer les choses telles que c'était à l'époque. Ça, c'est leur point de vue à eux. Et au niveau de la Chine et de la Russie, on doit être aussi prudent parce que le fait que la Chine et la Russie se mettent en faveur de Maduro ne veut pas forcément dire que la Chine et la Russie veulent notre intérêt. Ce qui est dommage de nos jours avec les petits pays, entre parenthèses, c'est que ils cherchent toujours à se faire protéger par une des grandes puissances. Mais moi, je pense qu'aucune puissance ne veut vraiment l'intérêt de ces petits pays. Rien ne dit au Venezuela, par exemple, que les jours seront meilleurs avec la Chine et la Russie qui sont aux manettes de leur pétrole. La preuve, depuis 5 ans. Bon, c'est vrai que les États-Unis mettent beaucoup d'embargo, mais rien ne changera. La vérité, c'est que la question fondamentale ici, c'est comment est-ce qu'un pays obtient sa véritable souveraineté, où il n'est plus le jouet d'une puissance nucléaire, que ce soit les États-Unis, la France, la Chine ou la Russie. Pour moi, ils sont tous pareils parce que c'est eux qui amènent l'instabilité. Aujourd'hui, on remarque que les Américains sont contre Maduro, mais on ne doit pas oublier que c'est la Chine, là aussi, qui ont commencé à vouloir prendre quelque part ce que les Américains, eux, estimaient comme étant leur gâteau. Et c'est toujours comme ça dans le monde. Et à la suite, malheureusement, c'est les peuples eux-mêmes qui s'entretuent dans les guerres civiles, pendant que les puissances croisent les bras et attendent de voir qui va gagner la bataille. Donc, nous, Africains, on ne doit pas penser que si l'Amérique est mauvaise, la France est mauvaise, que forcément la Chine, la Russie sont nos sauveurs, nos alliés. Je pense qu'on doit être prudent en ces choses-là et juger de manière circonstancielle chaque situation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt,
les choses sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Mais alors, Voilà. comment lutter contre ces dinosaures-là, j'ai envie de dire ça? Parce que c'est comme des costauds. C'est très simple. C'est des costauds qu'on en en face. Hein. Tout le monde veut C'est manger, très simple. tout le monde veut manger C'est la part du gâteau. Quand même. Oui, j'en arrive. Je pense que, fondamentalement, il faut que les peuples aspirent d'abord à l'autosuffisance alimentaire, énergétique et économique. Une population qui dépend... Allô, on ne vous entend plus, Gobam. Allô? Je ne sais pas si vous vous entendez, Gobam. Moi, je l'entends pas du tout. Vous l'entendez, Non. vous? Non, non, on ne l'entend plus. Il a été coupé, il me semble. Ok. Attendez, il s'est déconnecté. Je pense qu'il va se reconnecter dans quelques instants. Alors, je vais lire quelques Et commentaires en attendant. Ça passe bien maintenant. Oui, vas-y alors, Gobam. Allô? Oui, vas-y, on C'est bon. t'écoute, oui. Ouais. Rapidement, juste pour dire que c'est très simple. Les peuples qui veulent être souverains doivent aspirer à l'autosuffisance alimentaire, à l'autosuffisance énergétique et politique et aussi économique. Parce que tant qu'une population va dépendre de ces matières premières exportées à l'étranger pour manger, elle sera toujours manipulée par les puissances. Parce que si les Vénézuéliens étaient autosuffisants alimentairement, ils ne seraient pas en train de pleurer la nourriture maintenant. Ils n'ont que le pétrole et le pétrole est vendu malheureusement à ces grandes puissances. Donc ils doivent changer leur mode économique et être indépendants d'abord au niveau de ce qu'ils mangent. Vous avez compris? Mais juste de poser une question, est-ce que aujourd'hui la nourriture ou l'alimentation est utilisée comme une arme? Parce qu'on le voit que par cet embargo, les États-Unis réussissent à affamer tout un pays. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une arme? Enfin, on combat différemment, c'est une manière d'affaiblir le peuple, de se révolter, c'est comment? Bien sûr, c'est une arme. C'est une arme parce que si une population a de l'or et du pétrole, mais sinon pas à manger, ils vont tous mourir. Beaucoup de peuples ont oublié que la richesse, c'est d'abord la dépendance. La dépendance commence dans ces choses. Si une population est incapable de s'autosuffire, elle ne pourra jamais tenir devant les grandes puissances. Le pétrole a été découvert, ça fait presque 150 ans. Mais avant le pétrole, comment on faisait pour vivre? Donc la véritable richesse, c'est pouvoir travailler de ses propres mains ce qu'on met dans sa bouche. C'est la base fondamentale. Les Américains sont autosuffisants alimentairement, les Russes, les Chinois. Il n'y a que les peuples en Afrique et en Amérique du Sud qui n'ont pas encore compris que c'est d'abord ça la véritable puissance. Et le reste vient après. Mais tant qu'ils verront toujours leur richesse, entre parenthèses, minière et hydrocarbures, etc., comme étant leur source de revenus, de manière exclusive, ils vont toujours être dans l'exploitation, ils vont toujours être misérables et manipulés par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si le Venezuela est un pays alimentairement indépendant, ils ont pu dire, écoutez, le pétrole reste sous terre, on a l'exploitation, mais au moins on s'en fout, on mange, on dort. La vie continue. Voilà. Okay. Tout à fait. Il y a quelques commentaires. Il y a notamment Moné Yedumanzu, excusez-moi si je prononce mal, qui dit c'est fait exprès. Il y a Sidoine qui dit c'est une arme, ça a toujours été comme ça. Voilà, donc l'alimentation, voilà, on vous coupe les vivres et puis vous avez faim et puis vous révoltez. Voilà, et je vais prendre un rebond de Armel et puis on va avancer, on a d'autres sujets à traiter. On est déjà d'ailleurs un peu en retard. Armel. Oui, je voulais dire que dans nos pays, nous essayons, certains pays essayent vraiment d'être autosuffisants, d'avoir cette autosuffisance alimentaire, mais nous avons des expatriés, des Européens qui sont là pour orienter nos gouvernants dans l'erreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'explique. Vous allez observer que dans la plupart des pays, il y a des ressortissants français qui y résident. Alors, si un gouvernement a tous les éléments en place, toutes les personnes qui sont supposées faire en sorte que le pays fonctionne correctement, ils vont chercher à ce que ceux qui s'occupent par exemple, de l'agriculture, qu'il n'y ait pas vraiment un progrès dans ce sens. Ils vont mettre les bâtons dans les roues. Ils vont venir s'implanter sur le territoire. Et si c'est politiquement, ils vont injecter des personnes qui vont déstabiliser le pays. Ces gars-là ne peuvent pas être tranquilles tant que vous avez l'autosuffisance alimentaire, vous avez l'autosuffisance énergétique, l'autosuffisance politique. Ils ne peuvent pas être tranquilles.
Si vous avez du pétrole chez vous, tant que vous avez des richesses, des minerais, ces gars-là trouveront, ils vont injecter des éléments pour vous déstabiliser d'une part ou d'une autre. Parce que le jeu, c'est que vous soyez toujours endettés d'une manière ou d'une autre et qu'ils viennent jouer les pompiers. Et nos dirigeants ne semblent pas comprendre cela. Même quand tout est établi, tout est fait à dessein pour qu'on puisse réussir, mais il y a toujours quelqu'un qui décide de ne pas respecter certaines normes. C'est ce que j'avais à dire. Mais justement, je tiens à rajouter quelque chose. C'est cela que nous avons vu, notamment en Libye. Hein. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, le peuple libyen souffre de faim. Pourtant, Kadhafi a essayé de mettre à disposition tout ce qu'il fallait pour ce peuple-là. Mais bon, ils se sont quand même révoltés, même si ça a été un peu manipulé. Je vais prendre le génial rapidement et puis on va avancer. Génial. Oui, mais oui, justement. En fait, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que bon, je rebondis sur ce que vient de dire la sœur qui vient de parler tout de suite. Donc, notamment, par exemple, Gobam, il a raison. Hein, c'est tout à fait un raisonnement normal à mettre en place. Mais par exemple, dans nos pays africains, par exemple, le simple fait d'avoir le franc CFA permet de faire que, par exemple, le poulet, par exemple, qui est fabriqué à Dakar, pour les Sénégalais, va peut-être coûter un poulet qui va coûter plus cher sur le marché sénégalais qu'un poulet qui est fait, par exemple, en France ou en Belgique et qui est importé en fait à Dakar, par exemple. Parce que le Sénégalais qui va vouloir vendre son poulet à l'international, il va le vendre avec une monnaie forte, qui est l'euro. L'euro est une monnaie forte par rapport au yuan chinois ou bien, par exemple, aux monnaies, on va dire, d'Amérique latine. Donc, ils ne seront pas compétitifs par rapport au franc CFA. Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro par un système d'échange fixe. Donc, quand tu vends, par exemple, quand tu es africain, tu veux vendre à l'international, tu vas vendre forcément à la monnaie de l'euro. Et donc, forcément, tu n'es pas compétitif de ce point de vue-là. Par contre, l'euro est compétitif pour les importations. En tout cas, donc, du coup, les poulets, on va dire, je sais pas moi, indiens ou chinois ou même européens coûtent moins cher. Parce que déjà, les poulets européens, eux, ils sont, par exemple, subventionnés par l'Union européenne. Donc, tout ça pour dire que tout ça ne participe pas à ce que nos pays se développent en autosuffisance. Donc, ils vont passer leur temps à importer. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec pas mal d'importations et à exporter les richesses en matière première. Donc, effectivement, malheureusement, des pays qui ont des richesses comme le Venezuela, malheureusement, sont voués à subir, n'est-ce pas, les assauts. Donc, effectivement, ce qui est malheureux, c'est que entre Maduro et Guaido, là, ces deux personnes du Venezuela qui ne peuvent pas se mettre d'accord pour dire que, bon, les gars, on est d'abord entre frères avant de... Non, il y en a qui font passer les intérêts des puissances extérieures avant. Il y en a au moins un des deux qui fait passer les intérêts des richesses extérieures avant celles de son peuple. Je ne suis pas en train de dire là que Maduro, c'est Hugo Chavez, effectivement, je ne pense pas. Mais je pense quand même que on va dire ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire doit être analysé de manière circonstanciée. À l'époque de Chavez, je pense que les choses se passaient un peu mieux et malheureusement, il est mort. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci, le génial. Juste rappeler qu'au Venezuela, à l'heure actuelle, même le bœuf, la viande de bœuf que l'on mange n'est même plus vendue dans ce pays-là, hein, tellement ça coûte cher. Ce sont des aliments qui coûtent extrêmement cher, notamment le sucre. Rien que le sucre et la farine coûtent extrêmement cher au Venezuela. Je n'ai pas les prix, hein, mais j'ai regardé un reportage il n'y a pas très longtemps qui disait que les prix étaient très 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 élevés pour ces produits-là, parce que qui sont interdits à l'export. Vous voyez l'embargo que met les États-Unis interdit l'arrivée du sucre, l'import du sucre dans ce pays-là. Voilà. Alors on va avancer. Notamment sur, je pense que tout le monde a vu cette actualité sur l'Italie qui critiquait notamment la France de
pillage, encore la France qui revient encore, donc de pillage des peuples africains par le franc CFA. Donc voilà, je vais vous montrer cette vidéo là que j'ai trouvée. Voilà, attendez. Donc on va regarder celle-ci. Chronique. Bonsoir Anthony. Bonsoir Navia. C'est l'heure de jeter un œil sur ce qui fait la une sur Internet. Et on va d'abord débuter par cette crise diplomatique entre la France et l'Italie. Et Paris a rappelé son ambassadeur. On en parlait tout à l'heure. Le Quai d'Orsay qui justifie sa décision dans un communiqué, notamment par le fait que la France est depuis plusieurs mois l'objet d'attaques injustifiées, d'accusations répétées, des propos injurieux et des ingérences dénoncées selon le Quai d'Orsay. Donc une décision très commentée dans la presse. Une mesure sans précédent entre pays de l'Union européenne, comme l'aimaient à le rappeler plusieurs journalistes, dont l'ancien correspondant de France Télévisions à Rome. Et cet épisode 1940, sous Mussolini, a rappelé donc à plusieurs reprises, notamment par ce journaliste du Washington Post, pour qui cette escalade supplémentaire d'une querelle qui peut paraître ridicule, mais les implications, notamment à quelques mois des européennes, eh bien, sont frappantes et même non négligeables. Selon lui, cette mesure jugée extraordinaire outre-Manche par nos confrères du Guardian, la pire crise entre la France et l'Italie depuis la Seconde Guerre mondiale pour le journal britannique. Un épisode évidemment commenté dans la presse italienne. La crise couvait depuis plusieurs semaines, nous dit la Repubblica, et elle s'aggrave selon le journaliste. La Stampa, de son côté, revient sur les différents épisodes de cette brouille entre Paris et Rome, de la situation migratoire où la France est critiquée pour sa gestion de la crise, accusée aussi de refouler des migrants à la frontière, jusqu'à la rencontre récente entre Luigi Di Maio et les Gilets jaunes. Et puis une rencontre vécue comme une provocation par Paris. Oui, d'autant que Luigi Di Maio s'en était félicité sur Twitter il y a 2 jours, vantant le vent du changement qui avait franchi les Alpes, et provocation donc inacceptable pour la France. Le Quai d'Orsay qui, par ailleurs, sur son compte Twitter, souffle un peu le chaud et le froid. Il reconnaît des désaccords entre les deux pays, c'est la diplomatie, mais regrette aussi que la relation franco-italienne soit instrumentalisée à des fins électorales. J'évoquais les européennes dans 3 mois, vantant dans le même temps aussi l'histoire et un destin commun, tout en reconnaissant que l'amitié franco-italienne est plus que jamais nécessaire, indispensable pour relever les défis du 21e siècle. Alors de son côté, Luigi Di Maio, lui, dans un post sur Facebook, se dit prêt au dialogue avec Emmanuel Macron, tout en vantant la légitimité de cette rencontre avec les Gilets jaunes. Il se dit disponible pour des rencontres au plus haut niveau. De son côté, Matteo Salvini, lui aussi, est prêt à rencontrer Emmanuel Macron dans Corriere della Sera. Il se dit prêt à tourner la page. Encore faut-il que la France cesse de refouler les migrants à la frontière. C'est ce sur quoi il tient à insister. Alors Salvini et Di Maio sont responsables, nous dit un autre Di Maio, Marco, cette fois, un député qui n'a rien à voir avec Luigi, pour qui ce député, eh bien, ils attisent le feu, mais c'est tous les Italiens qui en paieront le prix. Les torts sont partagés, estime de son côté ce tweeto, qui rappelle aussi qu'Emmanuel Macron a bien eu des mots envers les dirigeants italiens. On se souvient notamment de la lèpre nationaliste, une situation qui a amusé l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo, qui fait le parallèle lui avec l'Union européenne et certains pays d'Afrique. La France donne des leçons mais ne veut pas en recevoir, estime-t-il. Le Rwanda et la RD Congo ont su tenir tête, se réjouit-il. On se souvient que Salvini avait d'ailleurs accusé la France d'appauvrir l'Afrique. Et alors que certains s'éloignent, conclut cet internaute, et bien d'autres pendant ce temps continuent leur rapprochement. Le couple mythique. Tout autre chose maintenant, un pull de la marque italienne. Alors, on vient de regarder cette vidéo, j'en ai une autre à vous montrer, notamment celle-ci. Alors, ne quittez pas. Donc, c'est France 5 TV, je crois. Sinon, la passe d'armes entre l'Italie et la France sur la question notamment du franc CFA. Avant d'entendre l'économiste Kako Nubukpo à ce sujet, Patrice Ferrus nous retrace le fil de cette polémique. D'abord, il y a eu la première salve de Luigi Di Maio. Je crois qu'il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française et empêche le développement. Si l'Europe veut en ce moment avoir un peu de courage, elle doit avoir la force d'affronter le thème de la décolonisation de l'Afrique. Des propos du vice-président du Conseil qui ont valu une convocation à l'ambassadrice d'Italie en France et un recadrage opéré par les autorités françaises.
Quand des propos sont excessifs à la fois par leur ton et par leur nombre, ils deviennent insignifiants. Vous parlez de mesures de rétorsion. Ma réponse est que notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Mais dans cette bataille d'influence entre l'Italie et la France, sur fond de rivalité entre ses dirigeants, ce sont évidemment les pays de la zone franc CFA qui sont les premiers concernés. Alors, question, créée en 1945, cette monnaie sert-elle encore 6 décennies après les indépendances les intérêts des anciennes puissances coloniales? Ce que l'on sait, c'est que le franc CFA reste arrimé à l'euro, que la parité de change euro-franc CFA garantit les investissements des entreprises étrangères, ou que la monnaie se veut une assurance en termes de stabilité des prix à l'intérieur des pays concernés. Mais on sait aussi que cette monnaie qui circule dans 14 pays d'Afrique subsaharienne est produite en France et exclusivement dans les usines de la Banque de France, ce qui pose évidemment la question de la réelle souveraineté monétaire des pays concernés, surtout que dans l'absolu, rien n'empêche les banques centrales de la zone CFA de traiter avec d'autres émetteurs de l'euro, comme la BCE, la Banque centrale européenne, ou encore la Banque centrale allemande, basée à Francfort. Bonsoir Kako Nubukpo. Bonsoir. Alors vous êtes économiste, vos prises de position publiques, notamment sur le franc CFA, vous ont valu d'être remerciés par l'OIF. Alors d'abord, comment vous analysez cette attaque de 2 membres du gouvernement italien contre la France ? Oui, je crois que l'Italie reproche à la France de ne pas prendre sa part dans l'accueil des migrants. Vous savez qu'il y a le règlement de Dublin qui oblige le pays de première entrée à traiter les dossiers des migrants. Et les côtes italiennes sont à peine 300 km de la Libye. Et donc l'Italie a l'impression de prendre une part plus que proportionnelle à la solidarité européenne. Et pourquoi ? Alors, on vient de regarder cette vidéo, je vais m'arrêter là, on va pas suivre tout ce que ce monsieur va dire. Si vous voulez regarder, c'est disponible sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube et puis vous tapez la crise entre la France et l'Italie, vous allez retrouver cette vidéo. Je vais prendre l'avis de mes chroniqueurs ce soir. J'ai envie de commencer par Cédric qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Cédric, oui. Comment as-tu analysé, comment vois-tu ce conflit qui est entre l'Italie et la France? On parle d'un conflit, le plus gros conflit de l'histoire entre la France et l'Italie. Pas forcément le plus gros parce qu'ils en ont eu. Attends, faut pas oublier ce qui s'est passé durant les premières guerres. Ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde, hein. Surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, avec. Enfin là, on parle du plus gros après la guerre, hein, évidemment. Oui, justement en fait, c'est le plus grand conflit qu'il y a eu depuis 1945, il faut dire. Maintenant, moi, je pense que avant d'arriver sur le CFA, je pense qu'il faut d'abord pas stigmatiser le problème sur le CFA. Il s'avère que le président ou encore ceux qui gèrent le pays en ce moment en Italie, ce sont des extrémistes. Ce sont pas des pro Europe comme on a Macron ou encore sa grande sœur ou encore sa tante Merkel. Donc eux, ce sont un peu des extrémistes un peu à la Marine Le Pen. Donc c'est par là que ça a commencé. Et puis il faut également dire, comme on l'a suivi dans les vidéos, que quelque part c'est Macron qui a commencé à attiser ce feu là parce qu'il préparait justement cette élection des eurodéputés. Maintenant, le problème, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que les Italiens ou encore ceux qui gèrent en ce moment les extrémistes, ils ont utilisé une arme et ils ont totalement raison. Le fait de parler de cette France-là qui ne cesse d'appauvrir l'Afrique, même la Libye, ils n'ont pas été les colonisateurs de la Libye. Il n'y a pas de franc CFA en Libye, hein. Un pays autonome qui allait très bien, ils ont quand même réussi à mettre du grain de sel là-bas et à transformer ce pays en dépotoir. On voit aujourd'hui comment ça se passe là-bas. Donc c'est un pays qui est là, qui est chargé, qui s'organise, qui se réveille chaque matin pour mettre un peu de sel, voir comment voler le pétrole, voler les richesses et comment s'enrichir sur le dos de ces pays africains-là. Et malheureusement, quand ces pays en gros, la France ne travaille qu'à faire ça, c'est ça? Je pense que ça vous dites que la France se réveille. Je pense qu'il y a ça.
C'est pas moi qui le dis. L'Italie, ils ne sont pas les premiers à attaquer. On a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On a vu Erdogan demander à Macron d'être surpris. Il était surpris que les militaires attaquaient les Gilets jaunes. On a vu ce que Bachar al-Assad a dit. On a vu ce que Poutine a dit. Donc, c'est un pays qui n'est pas sans ces richesses africaines là, ou même d'Amérique du Sud, comme on appelle tout à l'heure du Venezuela. C'est pas un pays qui peut être dans ce fameux top 5 là, les pays au monde les plus puissants. Ils sont là et ils se font du beurre derrière ces pays africains-là. Mais le plus marrant, c'est quoi? C'est que ces pays africains, maintenant, subissant cette crise-là, ben, les Africains, ils vont tout simplement en Europe. Et le comble, c'est qu'ils ne peuvent, pour aller en Europe facilement, ils doivent passer par l'Italie. Et ils se retrouvent en Italie. Et quand ces Africains arrivent en Italie, là, ils doivent d'abord se faire, ils doivent se faire enregistrer en Italie. Ce qui fait que quand ils quittent l'Italie pour aller dans d'autres pays de l'Europe, ils sont tout simplement rapatriés en Italie parce que c'est là-bas qu'ils se sont enregistrés pour être réfugiés. Ils ne doivent pas aller dans un autre pays. Et la France, elle est très bien, elle est très douée pour les renvoyer du côté d'Italie. Or, l'Italie ne va pas subir la mer du monde, d'autant plus qu'elle ne sait pas qui cause ce problème. C'est pas elle qui appauvrit l'Afrique. Donc, concernant l'Italie, il faudra qu'on fasse attention. Oui, ils ont l'air de dénoncer ce qui se passe chez nous, mais ils ne sont pas les avocats des Africains. Ils sont là pour une bataille contre la France. Et la bataille, c'est concernant les élections qui vont se passer en mai pour les eurodéputés. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Mais non, c'est clair qu'il faut tirer profit. Il faut tirer profit de ça pour pouvoir encore éveiller. Je pense que les Africains sont éveillés, mais il faut peut-être réveiller les présidents africains ou tous ceux qui gèrent les institutions africaines à pouvoir se rendre compte qu'à un moment donné, il faudrait qu'on voit comment s'affranchir de ce CFA-là. Pas seulement du CFA, le CFA c'est un problème, mais c'est en franchir même de cette dictature masquée là que fait subir la France à l'Afrique. Tout à fait. Merci Cédric pour ton intervention. Je vais prendre Gobam, puis je prendrai le génial par la suite. Gobam, les Africains avaient-ils besoin que ce soit l'Italie qui vienne dire que la France se sert de leur richesse? Je pense que non, mais c'est dommage de savoir qu'en Afrique, à cause du complexe de l'homme blanc, tout ce que les blancs disent est parole d'évangile. Il y a très longtemps que beaucoup d'Africains ont clairement exposé la France-Afrique, le franc CFA. On a Kémy Séba qui en a parlé, Sans Tabou en a parlé, beaucoup de gens en ont parlé. Mais l'Africain ne considère que ce que l'homme blanc dit, c'est déplorable. Moi, je pense que l'Italie fait preuve d'hypocrisie. En ceci que, depuis que la France exploite l'Afrique, l'Italie, comme beaucoup d'autres pays européens, ils ont forcément profité du vol de la France. Parce que quand la France instigue l'euro, fait des réformes économiques en Europe, tous les pays européens en bénéficient. L'abolition des frontières, etc. Bon, bref, dans tout ce qui est industrie, tout ce qui est marchandage, etc. Tous ces pays profitent de l'aisance de la France. Donc, la richesse de la France a forcément débordé en Italie. Je n'ai pas les chiffres exacts sur le trade entre la France et l'Italie, mais... Allô? Je crois que Gobam a reçu un appel, là. Je crois qu'il a reçu un appel. Ouais, il a reçu un appel, c'est pour ça que ça s'est mis en pause. Ok, on va reprendre Gobam tout à l'heure. Je vais donner la parole à le génial. Allô, le génial? Parole? Vas-y, reprends. Oui. C'est que les Italiens devraient aller au-delà des paroles. S'ils estiment que la France pille l'Afrique, alors que les Italiens coupent leurs relations économiques avec la France. Mais pour l'instant, c'est seulement des paroles. Et je rejoins Cédric, ils font de la politique pour la campagne européenne, ils se moquent de nous. Et je suis un peu triste quand je vois les Africains qui célèbrent de telles vidéos, comme si c'était la première fois pour eux qu'ils se rendaient compte que la France exploitait leur richesse parce qu'un blanc italien le leur a dit à la télévision. C'est ridicule. Mais attends, mais la France a quand même fait un grand pas, comme tu dis, couper les relations. La France a quand même rapatrié son ambassadeur. C'est déjà un acte fort.
Justement, ça n'avait rien à voir avec le CFA. Hein. Excuse-moi, Godin, ça n'avait Oui, non, rien mais à voir. parce qu'ils l'ont dit. Je vais te remettre la vidéo si tu veux. Ils ont très bien. Attends, mais laisse-moi finir. Ils ont expliqué que c'est suite à de nombreuses attaques. Ce n'est pas que du franc CFA. Il y a eu plusieurs antécédents qui ont fait que la France en a eu marre. Et dans ce cas, ils ont rapatrié l'ambassadeur. Sont les histoires, tout ça. Parce qu'ils ont fait il a fait la photo, le président, le premier ministre, il a fait la photo avec les gilets jaunes. C'est ça qui a dérangé Macron pendant qu'il se bat jour et nuit, il apparaît dans le dialogue national qui apparaît. Écoutez, ça c'est un détail, les gars. Écoutez, ça c'est un détail. Je dis que ces puissances-là se moquent de nous. Parce que si tu estimes qu'un pays se comporte mal, tu prends des mesures sérieuses. Rapatrier l'ambassadeur, c'est un acte symbolique. On ne dit pas de symbole. Les choses sont claires et concrètes. Si la France aujourd'hui décide de couper toute relation économique avec l'Italie, je dirais que ok. Si l'Italie fait pareil, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est des bagarres de gamins. C'est comme les enfants. Ok, bon, voilà, tu m'as mal parlé. Allez, viens ici. L'ambassadeur revient ici. C'est des bêtises, tout ça. Au Venezuela, on voit que là-bas, ils appliquent des sanctions, des embargos. Pourquoi est-ce que l'Italie est incapable de dire à la France, écoute, on coupe les robinets, on arrête d'envoyer nos produits en France parce qu'on estime que tu vois les Africains. Mais ils sont tellement malins qu'ils savent que quelques petites paroles vont berner beaucoup d'Africains et la France va faire la comédie avec l'Italie et puis après nous on est là en train de raconter des histoires, etc. Ça c'est des bêtises tout ça. Africains, comprenez bien que toute l'Europe se moque de nous. Parce que s'il y a un pays en Europe qui n'est pas d'accord avec le bouffage de la France, ce pays se retire de l'Union Européenne et coupe les ponts avec la France. Mais tant qu'ils restent dans l'Union Européenne et tant qu'ils continuent à faire leur business ensemble, hein, dans plusieurs secteurs et que dans la politique ils se chamaillent devant les caméras, sont tous des rigolos, sont tous des menteurs. Mais c'est déjà quand même un grand pas en avant ce qu'ils ont osé dire. Parce qu'il y a, non, c'est quand même un des seuls pays. C'est un des seuls pays. Oui, mais c'est un des seuls pays européens qui le dit clairement. Et les Africains, aucun pays africain ne le dit à ce jour. Pourquoi les pays africains ne se sont pas levés pour s'indigner ou n'ont pas pris les choses en main? Mais monsieur, tu t'indignes, je m'indigne, tout le monde s'indigne ici, c'est tabou. Depuis longtemps. Non, on parle des dirigeants, des responsables. Non, les responsables, bien entendu. Comme un pyromane pompier, hein. On peut comparer l'Italie à un pyromane pompier parce que si on est vraiment fâché, on montre qu'on est fâché. C'est des jeux politiques en fait. Et à la fin, il n'y aura rien. Après les élections de mai. Il n'y aura rien. C'est à l'Italie de faire? C'est pas aux Africains d'eux-mêmes de faire? De prendre leurs responsabilités? C'est justement pour ça qu'il faudrait que les Africains ne prennent pas la guerre la guerre politique, il faut bien préciser, la guerre politique qui est entre la France et l'Italie. C'est pas une première. Écoute, Sankara ont eu des discours clairs sur l'ingérence de la France en Afrique. Les Italiens ne sont pas les premiers à venir dire aux gens que la France vole l'Afrique. Thomas Sankara l'a dit clairement. Ok, le mouvement a été clair avec les Européens. Beaucoup de leaders africains l'ont dit, mais malheureusement ils ont été tués et les gens ont oublié. Et je peux trouver un discours Sankara où il dit clairement que la France, avec la dette coloniale, fatigue des Africains. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je dis, c'est à l'heure actuelle, pourquoi les présidents africains sont restés silencieux et n'ont pas embrassé cet acte-là? Malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de présidents africains ont peur de la France, puissance nucléaire, et beaucoup profitent de la France. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Je pense que pour pouvoir durer au pouvoir en Afrique, soit on décide de faire fi de la France, on meurt très vite, soit on décide de jouer le jeu, on vit longtemps. Donc c'est le problème. Même les opposants ont peur de la France. Hein, par exemple, M. Jean-Ping qui a déclaré que la France est l'ami historique, ou alors d'autres présidents qui sont en collaboration avec la France. Mais monsieur, pour revenir au cas de Jean-Ping qui a été très courageux de mentir aux Gabonais en plein jour en disant que la France est l'ami historique. Je pense que c'est simplement de la cohardise, c'est être lâche, c'est tout. Parce que avec autant d'évidence, il est mieux de se taire que de sortir de telles aberrations aux gens en plein jour. Donc on a une génération d'hommes politiques opposants, peureux, vendus et qui devraient la fermer plus souvent qu'ils ne parlent, à mon avis. Hein. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Pourquoi on a d'un côté nos hommes politiques en Afrique qui nous disent que la France est leur ami, et d'un côté des collaborateurs même de la France tels que l'Italie disent que la France vous pille. Il y a un double discours, un double langage, je ne comprends plus rien. L'Italie n'a pas de bombe nucléaire, mais l'Italie est quand même une puissance militaire. L'Italie a quand même du poids. Donc les Italiens estiment qu'ils sont capables de pouvoir s'affronter avec la France sur le plan de vue politique. Ils ont quand même des arguments, ils pèsent un peu. Leur économie, je pense que c'est 1 trilliard, bon voilà. Mais d'autres personnes qui sont complexées par leur manque de moyens
par le manque de politique ou je ne sais pas quoi, se sentent obligés de jouer le jeu de nègre de maison et de dire n'importe quoi aux populations. De jouer le jeu, de prétendre que la France est notre amie, que tout va bien, alors qu'ils savent eux-mêmes, au fond de leur cœur, que la France se moque de l'Afrique depuis très longtemps. C'est tout. C'est tout. Bon, il y a des gens dans la vie qui sont courageux par rapport à ce qu'ils sont, d'autres qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas, ils diront la vérité. Donc, comme Thomas Sankara et les autres, c'est un choix. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Il y a des gens qui sont lâches, d'autres qui sont courageux. C'est tout. Ok, merci Gobam. Je vais prendre le génial rebond. Tu veux rebondir, on va prendre ton rebond, mais également le génial. La France, l'Italie, est-ce que on a l'impression qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de naître suite à ça, hein, parce que souvent les Africains chez nous, il suffit qu'un média relaie, parce que souvent les médias internationaux ont relayé cette actualité-là, relaie ce type d'informations pour que les Africains se sentent concernés. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin que ce soit eux qui le disent et qu'ils soient relayés en plus de ça par leurs médias pour que les Africains se sentent concernés, sachant que Kémy Séba se bat contre ça et puis voilà. Ben écoutez, là, vous venez justement, tout à l'heure, vous avez laissé passer la petite présentation que vous nous avez montée, vous n'avez pas laissé jusqu'au bout, parce que au bout, en fait, commençait à discuter un personnage qui a été viré un ancien ministre du Togo, Monsieur Kakou Nabukpo, qui se bat justement contre le franc CFA, ou du moins contre la mauvaise influence du franc CFA sur nos économies. Et donc, par exemple, lui, il avait commencé à avancer un certain nombre de raisons pour lesquelles, évidemment, on ne devait pas croire que l'Italie se battait pour l'Afrique, en disant que la France pille évidemment nos pays. Bien sûr que c'était simplement parce que en fait, moi je le vois comme une négociation que l'Italie fait à la France, avec une sorte de chantage. C'est-à-dire que la France ne prend pas sa part de personnes que l'Italie envoie, en fait, puisque l'Italie est à la côte. Donc elle accueille les gens. L'Italie reçoit, puisqu'ils ont une côte à 300 km de la Libye, donc eux ils reçoivent le maximum de personnes, sauf qu'après la France bloque à la frontière les migrants et ne prend pas sa part, ou ne donne pas sa part d'argent pour pouvoir prendre soin des migrants que l'Italie accueille. Donc l'Italie considère que toute la misère qui se trouve à juste titre sur le continent africain est en grande partie liée à la politique que la France mène en Afrique. Et donc par contre, l'Italie a l'impression de payer l'addition, on va dire, en recevant les Africains qui fuient le continent, alors que c'est la France qui profite, des richesses, en fait, du continent africain, avec ces 14 pays qui utilisent le franc CFA. Donc, bien sûr, c'est un jeu, c'est un peu comme un jeu de dupes, hein, que l'Italie utilise. Mais après, moi, je pense que quoi qu'il en soit, nous, Africains, nous devons essayer de justement sonner l'alarme en disant, effectivement, en demandant des comptes aux Français. On a bien vu dans la communication du gouvernement français... Oui, mais comment on fait ça? Comment on fait ça pour sonner l'alarme? Regardez l'expression utilisée par le gouvernement français. Ils ont parlé de bêtes. En gros, ils essayaient de discréditer un peu les paroles, les propos tenus par l'Italien, en disant, en fait, c'est n'importe quoi. En gros, il disait que c'était bête, donc il raconte n'importe quoi. En gros, pour eux, le franc CFA, c'est une bonne monnaie pour l'Afrique. En gros, c'est ça. Mais ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, où on parlait de Kadhafi, de la Libye. L'une des raisons pour lesquelles le président Sarkozy a fait attaquer la Libye, c'est parce que Kadhafi avait envoyé un satellite, le premier satellite africain dans l'espace. Non, souhaitait envoyer. Non, il avait envoyé. Il avait fait. Non, il me semble que non. Bon, après on vérifiera, c'est pas grave. Oui, bon, enfin, il faut vérifier. En tout cas, pour selon moi, oui. Et par contre, il souhaitait faire la monnaie. Il voulait créer une monnaie qui devait remplacer le franc CFA. Donc, en gros,
tous les instruments qui auraient permis à l'Afrique d'enfin pouvoir, s'émerger. Personne n'a jamais, personne ne peut se développer en ayant son porte-monnaie dans la poche de quelqu'un d'autre. Hein. Si moi tout de suite, votre porte-monnaie c'est moi qui l'ai, vous aurez du mal à subvenir à vos besoins ou à faire ce que vous voulez. Vous serez toujours obligé de me demander, au fait, tu peux me donner un peu le porte-monnaie que je puisse récupérer 2 € là. J'ai envie d'acheter une glace. À chaque fois que vous devez faire une dépense, vous devez me demander à moi. Oui, tout à fait. Mon avis, bien sûr que vous n'allez pas être libre, vous n'allez jamais vous développer. Donc c'est un peu ça ce que la France fait au continent africain. Maintenant, oui, mais est-ce qu'on a la question en fait de savoir ça, tout ça on le sait, mais la question c'est est-ce que on a besoin que ce soit l'Italie qui le dise? Est-ce que c'est l'Italie qui doit le dire? Non, alors le fait que l'Italie, sachant que nous avons quand même des dirigeants en Afrique, aucun justement le fait que l'Italie le dise devrait forcer nos dirigeants, n'est-ce pas, à se positionner quant à la situation. Sauf que nous, on a affaire à des vendus. Bon, moi, j'ai bien entendu, Jean Ping, c'est un vendu, d'accord. Mais on a pire que Jean Ping dans nos États, dans tous nos États africains qui utilisent le franc CFA. Pire, on a des Macky Sall, on a des Idriss Déby, on a tout ce monde-là, tout un tas de vendus. Donc, Jean Ping est un vendu, mais dans le pays des vendus... Vous dites que Jean Ping est un vendu? Non, je dis si Jean Ping est un vendu. Pourquoi ne serait-il pas un vendu? La France est un ami historique de l'Afrique. Oui. Moi, je pense qu'il fait moi, je pense que c'est un euphémisme ou bien de l'humour. Ou enfin bon. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus de ce point de vue-là qu'il le dit. Mais bon, bref. Vous pensez que attendez, c'est grave. Attendez, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que Monsieur Jean Ping, lorsqu'il a tenu ce discours-là, faisait de l'humour? Oui, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il a tenu ce discours-là, moi, il fallait entendre le contraire. En gros, pour moi. C'est ça, alors, c'est quoi le mot qu'on utilise pour ça? C'est-à-dire qu'il a dit un truc, mais en fait, il pensait le contraire. Donc, en gros, politiquement, il peut pas dire ça, mais il le dit, mais en fait, il faut comprendre le contraire. C'est comme ça en tout cas, c'est comme ça que moi. C'était de l'ironie. Voilà, c'est ça, c'est de l'ironie, exactement. Mais vous pensez que ma grand-mère, qui est au fond du village, peut comprendre l'ironie? Malheureusement, en politique, des fois, il faut... en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Ça pouvait pas être autre chose. C'est pas grave. Le débat n'est pas sur Jean Ping, mais bon. Sachant que c'est la France qui a bloqué l'élection de Jean Ping, donc, à mon avis, voilà, ça ne peut être que de l'ironie. Hein. Sinon, c'est un fou. Sinon, il est fou. Mais sinon, moi, je pense que c'est ça. C'est de l'ironie qu'il faisait, simplement. Merci, mais bon, bref, merci, tout ça pour dire que les Africains, les gouvernements africains ne peuvent pas, parce que c'est pas des gouvernements élus, parce que c'est des vendus, parce qu'ils ne sont pas pour le développement de l'Afrique, bien sûr qu'ils ne vont jamais réagir contre une actualité pareille. Ils vont même pas le faire. En conclusion, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Merci, le génial. On va passer à Armel. On va prendre Armel et puis je pense qu'on va passer au mot de la fin. On va conclure, on va s'arrêter là. Armel, vas-y. Je voulais tout simplement dire que l'Italie est en train de jouer à un jeu de cache-cache. Ce sont les Africains qui ne veulent pas comprendre cela. Si la France partageait le butin depuis le départ, l'Italie ne se serait pas prononcée. Ne se serait pas prononcé. Et nous observons ici un bon nombre de pays en Afrique où la France a fait de l'ingérence de manière officielle lors des élections présidentielles. Et je vois que nos présidents ne peuvent vraiment pas se déclarer. Il y a le président ivoirien qui a dit récemment que non, le franc CFA n'était pas un problème. Il ne voit pas pourquoi on doit enlever le franc CFA. Il y a Macky Sall qui a prononcé ces paroles. Et il y a monsieur Idriss Déby qui a dit que le franc CFA n'était pas aussi un problème. Et comme le général vient de le dire, il y a monsieur Ping qui nous disait que la France était notre amie, quand nous savons que la France n'hésite pas un instant de nous piller. Alors ces gens-là ne veulent pas que l'Afrique se développe. Tout simplement parce que le passé a tendance à revenir. Si on laisse les Africains diriger leur pays, leur continent comme cela se doit, l'Afrique va innover et ça leur fait peur. Ça fait peur à ces pays occidentaux. Alors c'est à nous de trouver
des consensus, d'abord de communiquer entre nous, d'innover entre nous et de se réapproprier de notre culture au lieu d'attendre. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ça a l'air facile. La manière dont vous le dites, ça a l'air tellement simple. Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait? On a parlé ici de l'autosuffisance alimentaire. Quand je vais à Libreville de temps en temps, je vais par exemple aux eaux et forêts et je demande des outils que je peux utiliser ici quand on m'invite à différentes écoles. On m'invite à parler du Gabon, parfois de l'Afrique. Alors, j'arrive là-bas, au niveau on appelle ça comment, du gros bouquet. En face, il y a un bureau des eaux et forêts qui s'occupe on parle des plantes, on donne des cours parfois à cet endroit. Et là-bas, il n'y avait que les Burkinabés qui s'intéressaient à l'agriculture. Les Gabonais n'arrivaient pas au cours. Les Gabonais doivent comprendre que tout le monde doit avoir un potager. Ça commence par un potager et par la suite, vous pouvez aller louer un terrain et planter des tubercules, planter du folon, planter des arachides, je ne sais pas trop quoi. Ça commence par un potager. Et en faisant cela, tu vas encore chercher un autre terrain qui n'est peut-être pas le tien, que tu peux louer, et continuer à planter. On ne peut pas tout attendre de l'Occident. On ne peut pas tout attendre de la France, des boîtes de conserve. Est-ce que vous savez ce qui a été mis à l'intérieur? Est-ce que vous comprenez ce que les Occidentaux font? Ils sont en train de manigancer des trucs pour tuer les Africains tout le temps. On ne doit pas dire ça aux gens, les gens doivent le comprendre. On a une terre fertile. Et nos dirigeants doivent travailler pour le peuple et non la population travailler pour les dirigeants. Mais lesquels dirigeants? Ces dirigeants qui se taisent quand ce monsieur d'Italie vient déclarer de telles choses? Ces dirigeants qui se taisent? Ce que je suis en train de dire... Ce sont eux que vous attendiez qui se bougent? Déjà, ces dirigeants sont choisis par la métropole, par la France par exemple. Nous sélectionnons quelqu'un que nous voulons qu'il soit notre président, mais si celui-là ne répond pas aux demandes de la France, celui-là n'est pas automatiquement président. Mais la population ne doit pas attendre. Quand un gouvernement vous montre par A plus B qu'il n'est pas intéressé par votre bien-être, vous devez vous tracasser tout seul. Vous devez le faire tout seul. De bouche à oreille, travailler ensemble, en communauté, travailler. Faites des petits jardins potagers, essayez de savoir qui fait quoi dans votre communauté. Essayez d'échanger, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que non, on a un électricien ici pendant que quelqu'un est en train de s'électrocuter quelque part. D'accord. On n'a pas besoin. En conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, que l'Afrique se réveille, qu'on communique entre nous. Merci. Merci à vous, Armel. Je vais prendre le dernier rebond. Gobam et le général rapidement, et puis on passe au mot de la fin. Gobam. Oui, moi je rebondir sur ce que Armel a dit, elle a tout à fait raison, hein. Mais j'aimerais juste rajouter que on doit aspirer également à l'indépendance de manière individuelle. Chaque Africain doit aspirer à être libre, pouvoir être autonome financièrement, pour pouvoir réfléchir tranquillement et prendre des décisions politiques et libres. Parce qu'au Gabon, par exemple, beaucoup de gens ne sont pas libres politiquement parce qu'ils sont pauvres. Et comme ils sont pauvres, ils sont obligés d'aller faire des coubettes chez les hommes politiques véreux, menteurs, manipulateurs, attendre qu'on leur donne des biscottes à midi pour qu'ils puissent manger. Les populations doivent se réveiller. Comme a dit Amel, si tu as un terrain, apprends à cultiver. Si tu as un fusil ou une lance, apprends à faire de la chasse. C'est ça la véritable liberté. Aller au magasin, acheter de la nourriture avec des devises comme le franc CFA ou autre monnaie, on s'en fout même parce qu'à la rigueur, le débat du franc CFA c'est un débat légitime, c'est vrai, mais l'Africain doit pouvoir manger sans ces choses-là. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, on n'a pas besoin de l'argent pour manger. On a perdu vraiment notre liberté en perdant ces réflexes naturels de pouvoir cultiver, de pouvoir faire de la pisciculture, etc. Donc on doit retrouver ces choses-là et il faut que chaque Africain en Afrique retrouve ses facultés. En Afrique centrale du moins, dans la zone Bantou en particulier, où on a une terre qui est fertile, où on a des rivières remplies de poissons, etc. Pour qu'on arrête de bouder lorsqu'on fait 2 mois, 3 mois sans salaire. On doit pouvoir transcender ces choses chez nous. Et de là,
on pourra trouver le chemin qui mène à la véritable libération, à la véritable indépendance. Parce qu'aujourd'hui, même si la France se retire de l'Afrique, les Africains seront les premiers à dire à la France de revenir, que viens nous aider, parce qu'on a faim. C'est bien beau d'être sur un bateau et de vouloir faire la rébellion pour se libérer des maîtres esclavagistes, mais une fois qu'on est libéré des maîtres esclavagistes, si dans le bateau, personne ne sait piloter, on va mourir de faim. Et c'est ça la tragédie africaine. On veut faire des choses, mais on oublie qu'il y a des étapes à remplir avant d'accéder à la libération totale. Vous comprenez? Et c'est ça que l'Afrique doit comprendre maintenant. Donc ces choses qui paraissent éphémères, on doit les prendre. Allô? Allô? On n'entend plus Gobam. Allô, Gobam, on t'entend plus, hein, on t'entend plus. On n'entend plus Gobam, bon. Le génial, vas-y. Oui, moi alors je voulais aborder dans le sens de ce qui a été dit, hein, sincèrement. Et effectivement, chaque Africain doit se réapproprier on va dire son autosuffisance alimentaire, sa liberté, comme Gobam dit. À partir de là, c'est vrai que malheureusement, par exemple au Gabon, on constate par exemple que l'État emploie presque la moitié de la population active. Donc sur 200 000 personnes qui travaillent, il y a 110 000 personnes qui sont des personnes qui travaillent pour l'État. Donc à partir du moment où l'État est défaillant, ça fait que le secteur privé aussi devient défaillant. Et donc voilà par exemple un problème. Donc ça veut dire que les Gabonais sont dépendants de l'État gabonais. Donc ils ne peuvent pas ils ne peuvent rien faire sans l'État gabonais. Alors qu'ils pourraient très bien au moins régler le problème de la nourriture. Mais bien sûr, mais moi je pense que c'est aussi un problème de mentalité, de conscience. On a fait comprendre aux Gabonais que travailler dans le champ, faire son champ, c'est pas bien. Il vaut mieux aller dans un bureau, rouler un Prado, avoir le portable. C'est ça quand tu développes. Quand tu travailles dans le champ, ben c'est dévalorisant. C'est un peu le modèle qu'ils ont fait comprendre ou du moins s'expliquer à l'Africain. Alors on doit justement essayer de sortir de ces images-là pour revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un certain Benjamin, qui était justement un homme, on va dire un homme politique on va dire gabonais, qui a lui justement qui prenait justement que le Gabon atteigne l'autosuffisance alimentaire, donc en développant d'abord l'agriculture avant de s'attaquer au pétrole. Sauf que le président Bongo, lui, il a préféré plutôt s'attaquer directement au pétrole, hein, poussé par la France et le général de Gaulle, bien sûr. Et donc, il a négligé l'autosuffisance alimentaire en disant de toutes les manières, avec l'argent du pétrole, on va acheter la nourriture, donc pas besoin de faire des champs ou bien de gérer ça comme ça. Donc, tout ça pour dire que toutes les politiques qui sont insufflées dans nos États, tout ce qui a été fait dans nos États, nos jeunes États après les indépendances, on ressent encore les conséquences maintenant. Tout le système qui a été mis en place depuis la conférence de Berlin en 1885 et ensuite tout ce qui s'est passé à Yalta après avec le général de Gaulle quand ils ont gagné la guerre et tout ce qui se passe après nos indépendances, on le ressent encore maintenant. Gobam a parlé de Lumumba, il a parlé de Sankara qui dans leurs années ont voulu essayer de renverser la vapeur, mais malheureusement ces personnes ont été assassinées. La question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que en 2019 les Africains, qui sont nos Thomas Sankara, nos Lumumba, qui sont-ils? Comment allons-nous faire pour nous sortir de ce bourbier dans lequel on est? Est-ce que Lumumba, d'où il est, il regarde l'Afrique en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe après 50 ans? Les gens là sont toujours là-dedans. Ils sont toujours dans le déni, ils sont toujours dans... Enfin, c'est ça, il faut qu'on affronte nos démons en face. Moi, je pense que l'Africain n'affronte pas assez ces démons en face. Il n'affronte pas, on n'ose pas affronter la France. Donc, on a des hommes politiques qui disent la France est notre ami historique, même si je pense qu'ils font de l'ironie.
Mais ils le disent quand même. C'est vrai, vous avez raison de me dire que la grand-mère qui est au village ne comprend pas l'ironie. Donc, il faut, à un moment donné, il faut qu'on, même si on n'a pas la puissance atomique, j'en sais rien, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir sortir de cette situation-là, qui est mais vraiment malheureuse pour tout le continent. Merci. Donc, voilà. Il y a le Ghana, par exemple, qui est un bon exemple. Merci, le génial. Avant de repasser la parole à Gobam, je vais donner la parole à un auditeur qui a souhaité intervenir. On va donner la parole. Allô, bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sans Tabou. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire de où vous nous appelez? Moi, ici de l'Italie. D'accord. On va prendre votre avis, alors, votre intervention. Ok. On vous écoute. En fait, moi, je vous écoute depuis, ça fait une semaine. Oui. Aujourd'hui, j'entends que vous avez abordé le sujet des francs CFA. Tout à fait, oui, bien sûr. En fait, le problème des francs CFA qui est là, c'est un problème vraiment très, très, très délicat. Parce que moi, je trouve que l'Afrique même a été bien avant d'être vendue depuis le temps de la colonisation. Le fait de supprimer le franc CFA pour envoyer une autre monnaie, pour que l'Afrique s'en sort de sa misère, peut aussi envoyer des dégâts négatifs à l'Afrique. Imaginez un peu la France qui est là aujourd'hui. C'est la France qui est à la base de tout. La France est capable de créer une troisième guerre mondiale à cause de ces problèmes de francs CFA. Imaginez que d'après les gens, le franc CFA, les Français prennent 50% dedans. C'est notre propre monnaie. Maintenant, si on doit trouver un terrain d'attente où la France n'aura rien, la France est capable de créer une troisième guerre mondiale pour la France CFA. On a vu aujourd'hui où l'Italie accusait la France de mal coloniser l'Afrique, de mal gérer l'Afrique, raison pour laquelle les Africains sortent, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est une parole qui est vraie, mais est-ce que l'Italie même n'a pas ses entreprises en Afrique? Si. Donc ça, c'est un peu une parole politique. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, tout à fait. Mais vous, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que on a besoin que ce soit l'Italie qui le dise, sachant que nous avons des présidents qui sont en Afrique et qui, eux, ne disent rien? Oui. Ça, c'est une très belle question. Nous avons des leaders africains qui peuvent, comment dirais-je, ils peuvent abolir ça. Mais est-ce que quand ces leaders vont se lever aujourd'hui en disant qu'ils vont abolir le franc CFA en Afrique, est-ce qu'il n'y aura pas leurs propres frères africains qui vont les trahir en les tuant? On a vu les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, ainsi de suite. Ils ont été tués puisqu'ils n'étaient pas d'accord avec les Européens. Donc c'est toujours comme ça. C'est-à-dire les Blancs, dès qu'ils voient que tu veux évoluer un peu, ils créent ton opposant. Ils essaient de soutenir ton opposant pour t'éliminer parce que tu ne fais pas leur affaire. Donc, de nos jours, pour que l'Afrique soit réunie, pour qu'on ait une monnaie qui peut vraiment arranger l'Afrique, ça sera difficile. Ça sera difficile. Chacun fait les vidéos, on parle, tout le monde entier en parle. Est-ce que ça vous choque que la dernière personne en date qui a remis en cause frontalement le franc CFA soit Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui il le paye encore, hein, parce qu'il a été libéré, mais il est toujours poursuivi pour ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire? Au fait, moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Et
justement, c'est après le départ de Laurent Gbagbo que moi, j'ai décidé de rentrer en Europe. Parce que moi, au début, je fréquentais quand Gbagbo était au pouvoir. Oui. Mais quand l'autre président est venu, qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit à tous les professeurs, il y a un livre qu'on appelle un livre d'intégration. C'est là-bas, c'est traite tous les exercices. Que tu es pauvre ou pas, ils s'en foutent. Il faut avoir ce livre. Beaucoup ont laissé les études à cause de ça, puisque nous, les enfants de pauvres, on ne peut plus supporter. Si chaque professeur, 9 professeurs, chaque professeur demande son livre, on ne peut pas. C'est-à-dire les Blancs, avant de positionner une personne à la tête d'un pays, oui. Ils ont déjà tout calculé avant d'envoyer la personne au pouvoir. C'est comme ça qu'ils nous maîtrisent. Et vous voyez que si un opposant en Afrique qui se lève aujourd'hui, ou fait comme, je prends un exemple comme le cas du général Kadhafi, ils vont l'éliminer. Ouais. C'est comme si vous avez un champ. À chaque fois que vous plantez vos pieds de cacao, et ça grandit un peu, ceux qui sont un peu grands, vous les coupez. Mais le champ ne va pas évoluer. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est tellement, on ne sait jamais si on aura un vrai leader qui sera prêt à vraiment combattre pour l'Afrique. Oui, mais parce que bien avant même que ce leader n'arrive, bien avant que ce leader n'arrive être président en Afrique, mais il viendra avec le complot des Blancs. C'est vrai, dans ses discours, il dira j'y ferai tant, j'y ferai tel, j'y ferai ceci, j'y ferai cela. Mais dans le fond, c'est faux. Parce qu'il faut accepter certaines conditions avant de venir au pouvoir. Tout à fait. Vous avez le problème. Tout à fait. Mais moi, j'ai envie de poser une dernière question. Vous qui vous trouvez en Italie, comment est-ce que vous, en vivant en Italie, est-ce que vous sentez la gêne des Italiens vis-à-vis des migrants? Est-ce que les Italiens, c'est ça qui les pousse à dire de telles choses parce qu'ils sont perturbés par la forte migration qui a lieu sur leur territoire? En vrai, au fait, l'Italie, bien avant que l'immigration commence, l'Italie est un pays très pauvre. Donc, on cherchait les pays qui vont accepter de prendre les migrants. Donc, l'Italie a signé le papier, ils ont accepté. Il y a l'Espagne qui a accepté pour que les migrants descendent sur leur territoire. Mais j'ai remarqué un moment que pourquoi les migrants ne descendent pas en France? Parce que quand les migrants descendent en Italie, un migrant n'a pas besoin de transport pour voyager. Quand un migrant descend en Italie, il prend son train, il vole son train, même si on l'attrape, il s'en fout. Il va en France, il va en Allemagne, il va faire ce qu'il veut. L'Italie a vu que c'est foutaise. Vous voyez, raison pour laquelle ce sujet de Matteo Salvini, le ministre italien, il a envoyé ce problème. Sinon, nous, les migrants qui sont ici en Italie, on a honte et on a peur, mais on peut rien faire. C'est comme ça, on peut rien faire. Pourquoi on peut rien faire? Aujourd'hui, tu vas travailler avec un Italien. Il doit te faire un contrat de travail. Le contrat de travail est de travail pour un migrant au maximum 6 € par heure. C'est-à-dire, dans la journée, tu es à 46 €. Mais les Italiens, ils mettent 2 heures. Ils mettent dans le contrat que tu travailles 2 heures avec lui. Or, en réalité, tu travailles 8 heures du temps, souvent même 9 heures du temps, pour 25 €. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est-à-dire, si on veut parler de la loi, il n'y a pas plus... Les Français, c'est vrai, ce que les Français font, c'est pas bon. Mais en Italie, ici, à vrai dire, demandez à tous vos frères qui sont en Italie, qui sont mal payés. Il n'y a pas un migrant en Italie ici qui est payé plus de 2000 €, 1500 €. C'est 1000 €. 1000 € c'est trop. 700 €, 600 €. Mais c'est un business comme ça. Ah oui, d'accord. Question quand même à poser là, si tu me permets. Oui, vas-y. Je voudrais rapidement savoir, est-ce que les Italiens vous reprochent quelque chose en particulier? Comme quoi? Par exemple, le fait d'être là-bas et vu que quelque part on voit que certains dirigeants italiens reprochent à la France d'être à l'origine de tous les maux qui se trouvent en Afrique, est-ce que
est-ce qu'ils vous le reprochent aussi directement que du genre partent en France parce que c'est quelque part la France qui a créé tout ce que vous avez dans votre pays? Ouais. Est-ce que dans le bas échelle, vous avez aussi ce genre de pression-là? Oui, aujourd'hui, il y a des Italiens, quand tu les croises, ils te saluent, ils essaient de rentrer dans ta vie privée, dans ce que tu gagnes. Et après, ils te disent, mon frère, je ne vais pas te mentir, ici en Italie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, va en Allemagne, va en France, là-bas, tu peux en avoir ce que tu veux. Au fait, la malhonnêteté même la malhonnêteté de l'Afrique commence dans les pays Maghreb. Si, en comparant l'Afrique, Maghreb et l'Europe, mais l'Europe est plus mieux 1000 fois que l'Afrique, Maghreb, même l'Afrique noire est plus mieux que les pays africains Maghreb. D'accord. C'est-à-dire, quand tu regardes leur comportement et que tu sais que tu fais la même religion qu'eux, tu es découragé. Ah oui, c'est grave, alors. Mais justement, on va s'arrêter là, mais restez avec nous, ne coupez pas. Restez avec nous parce que on va vous prendre hors antenne, on va discuter hors antenne. J'aurai une proposition à vous faire, rester connecté. Je ne sais pas si vous avez du crédit ou pas, si vous n'avez pas de crédit, on vous rappelle. Non, c'est un wifi. D'accord, merci. Alors je vais reprendre Gobam. Allô, Gobam? Oui, je suis là. Oui, alors, vas-y, termine sur tes propos, tu avais coupé tout à l'heure, et puis on passera au mot de la fin. Oui, rapidement, j'aimerais juste dire que, ajouter à l'autosuffisance, il faut également qu'il y ait du patriotisme. Il n'y a aucun Français qui conspire avec une puissance étrangère pour faire tomber la France. Il n'y a aucun Anglais, aucun Américain qui est traître envers sa propre nation. Les gens peuvent avoir des divergences politiques, mais à la fin, ils sont Français, ils sont Américains, etc. Mais chez nous en Afrique, malheureusement, ceux qui essayent de changer les choses sont souvent tués par leurs propres frères. Et c'est un véritable problème. En Libye, ce sont des Libyens qui ont tué Kadhafi. Certes, Sarkozy a fait ce qu'il a fait, mais le coup de grâce a été donné par des Libyens. En Burkina Faso, ce sont des Burkinabés qui ont tué Sankara. Au Congo, ce sont des Congolais qui ont tué Lubumba. Il n'y a que dans les pays apparemment africains et sud-américains qu'on trouve ce phénomène, où des frères sont prêts à tuer leurs frères pour que l'Occident ou quiconque bénéficie. Donc il y a un problème de patriotisme qui est profond. Il faut qu'on puisse trouver les moyens d'y remédier. Parce que même étant autosuffisant, même sans le franc CFA, si l'Africain continue toujours à être son propre ennemi, on ne pourra pas quelque part. Gbagbo a essayé de lutter pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, mais la France a utilisé des Ivoiriens comme lui, ses propres frères, pour le combattre. Donc lorsqu'on a à combattre l'Occident, mais en plus de ça aussi ses propres frères, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est compliqué pour nous. C'est pas facile. Et c'est le cas aujourd'hui du Venezuela. Là-bas, les Vénézuéliens se battent pour leur pays, mais il y a des Vénézuéliens qui vont avec d'autres puissances conspirer pour combattre d'autres. C'est triste, hein. C'est triste. Mais on va remarquer, hein. Non, mais remarquez vous-même, hein, que les Français sont solidaires, hein. Il n'y a pas de coup d'État en France. Malgré les gilets jaunes, il n'y aura pas de coup d'État là-bas. Malgré les problèmes ici avec Trump, il n'y aura pas de coup d'État ici. En Israël, il n'y aura pas de coup d'État. Ils s'insultent dans les médias, ils se disent c'est chamaille, mais ce sont des frères. L'intérêt de leur nation surpasse tout autre intérêt. Il n'y a qu'en Afrique et en Amérique du Sud et même au Moyen-Orient où les Arabes, les Noirs et les Espagnols, les Espagnols se battent entre eux pour que les Russes, Américains, etc. viennent profiter de leur richesse. C'est ridicule. C'est comme si on est les êtres les plus inférieurs de la Terre comparés aux autres peuples qui, eux, ont l'avantage sur nous parce que eux, ils savent qu'il y a des limites. On peut ne pas être d'accord sur la politique, mais jamais je ne peux trahir mon frère. Jamais je ne peux le tuer. Jamais. C'est la nation avant tout. La nation avant tout. La nation avant tout. C'est triste. Ok, merci Gobam. Passons donc au mot de la fin. On va commencer par Armel. Armel, on va te donner le mot de la fin pour commencer. On va essayer d'être vraiment dans les... Soyons assez rapide les minuit. Voilà, donc au moins 1 minute, ça devrait faire l'affaire. Hein. Armel. Allô, Armel. Yellow. Oui, en quelques mots, un mot de la fin pour terminer. J'aimerais tout ça. Donc, soit
le continent, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils travaillent comme un seul homme. Parce que ce soit le gouvernement place ou l'opposition, tout le monde travaille pour son vent. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Armel. Cédric, vas-y, mot de la fin. En quelques mots, moi, je commence par remercier, par remercier tous ceux qui ont bien participé avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir commenté avec nous, même s'il y en a qui viennent d'arriver. Je m'excuse d'avoir pas pu lire tous les commentaires. Enfin, d'avoir pas pu lire les commentaires, je le ferai la prochaine fois. Mais il y a eu plein de commentaires édifiants. Il y a eu Mibamo, si je ne me trompe pas. Il y a eu Sidonie, il y a eu Claudia, il y a eu comment on dit, c'est une fidèle de son tabou depuis toujours. Nosika la Ninoise. Il y a eu plein de personnes, je peux malheureusement pas les citer tous. Le gouverneur canadien qui également contribue à cette émission. Moi, je vous remercie tous. On fera encore d'autres émissions, on vous le fera savoir par messagerie. Et voilà quoi. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains malheureusement, parce que s'il faut attendre que les Français, les Italiens se battent pour des élections, s'il faut attendre que deux pays se chamaillent pour savoir et se rendre compte que le CFA n'est pas bien pour nous, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc le problème actuellement, c'est d'abord les Africains et particulièrement nos dirigeants. Les opposants comme ceux qui gèrent le pouvoir sont tous de mèche parce que ils sont élus quelque part, comment dire, ils sont élus quelque part au Quai d'Orsay, ils sont élus quelque part aux Champs-Élysées. Dès que nos dirigeants se rendront compte que pour pouvoir diriger nos pays, on n'est pas obligé d'avoir des alliances nocturnes, pour ne pas dire mystiques avec comment dire ça, l'Occident, peut-être là ce sera le début du CFA. Mais tant que tous ces dirigeants, je parle des dirigeants de manière générale, opposants comme ceux qui sont en cours d'exercice, tant que ces dirigeants ne comprendront pas que ça se passe plutôt chez eux, non au Quai d'Orsay, le CFA sera toujours avec nous. Et le CFA n'est pas le pire des mots, n'est pas le pire de tout ce qui nous touche aujourd'hui. C'est l'impérialisme, parce que le CFA c'est un truc, l'impérialisme c'est autre chose. D'accord. De ces débats de l'impérialisme, après on prend ce débat du CFA facilement. Donc bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir participé à cette émission. Merci Cédric. Le génial mot de fin. Soyez bref s'il vous plaît, soyez pas long s'il vous plaît. Je vais être bref. Alors pour tout mot de fin, pour qu'on puisse clore le débat une bonne fois pour toutes, je vais vous parler de la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme a été négociée pendant la traite négrière à Washington, a été négociée discrètement pendant la conférence de Berlin. Elle a été encore ensuite revue pendant la conférence de Yalta et négociée lors de la création de la Société des Nations. Donc, je vais vous lire juste 3 articles de la charte de la charte de l'impérialisme. Article numéro 1 de la devise. Devise de l'impérialisme: gouverner le monde, contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes. Article numéro 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article numéro 2. Aucun pays au monde, du tiers-monde, ne constitue un État souverain indépendant. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants et qui ne sont que des marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc voilà, je vous lis juste ces 3 articles-là. Donc une fois que vous avez lu ces 3 premiers articles de la charte de l'impérialisme, il faut donc savoir que notre Afrique a été partagée en 1885 et c'est ça les principes qui règlent nos pays. Donc on n'a pas de pays, nos pays n'existent pas, c'est pas des États souverains, c'est pas des États indépendants. Donc commençons d'abord par défaire ce qui a été fait en 1885. Ensuite on pourra parler d'indépendance et de souveraineté dans nos États. Donc, merci beaucoup pour cette soirée. Moi, je pense qu'on devrait faire une émission sur la charte de l'impérialisme, démonter un peu ce truc, parce que tout va de là, quoi. C'est ça la base de notre problème.
Voilà, merci. Merci, le génial. Gobam, mot de fin, en quelques mots. Rapidement, juste pour dire merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter parler ce soir. Merci pour tous les abonnés de Sans Tabou, Dieu vous bénisse. Écoutez, la situation est complexe. On a abordé le sujet du Venezuela, la France, l'Italie, mais toutes ces choses ne sont pas simples. Et j'appelle les Africains à fuir l'esprit de simplicité. Les problèmes abordés sont très complexes, il faut les prendre avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. C'est lorsqu'on veut simplifier ces choses qu'on finit par faire des choses qui n'ont pas de sens et on devient ridicule. Donc prenez ça au sérieux, étudiez, lisez, documentez-vous parce que c'est très complexe. Numéro 2, j'estime que à cause de la gravité de la situation, nous Africains, nous avons besoin absolument du concours spirituel. Je suis religieux, je crois en Dieu et je pense que dans ce genre de cas de figure où nos ennemis sont plus forts que nous, plus riches que nous, plus puissants que nous, plus connus que nous, on a besoin quelque part que la divinité nous aide. Hein? On est bantou, on a un Dieu, Nzambé, il est grand temps que l'Africain se tourne vers lui parce que la situation, elle est catastrophique. Et rien ne prouve à l'horizon que l'Afrique verra clair. L'Africain est réduit au stade de la parole. Là, on s'arrête seulement. Dans les actes, rien ne bouge, rien n'avance. Le programme des puissances avance comme il doit avancer. Ils sont en avance sur leur programme. On subit le destin. On le subit de plein fouet et rien ne semble nous indiquer que les choses changeront demain. Vous comprenez? Donc, de grâce, j'exhorte tout le monde à se tourner vers Dieu parce qu'on a besoin de lui dans ce combat qui est très très difficile et très très compliqué. Que Dieu aide l'Afrique. Merci Gobam, merci pour ton intervention, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Vous étiez nombreux, vous étiez quand même nombreux ce soir, voilà. Donc merci à tout le monde, merci il y a Annette, il y a Nosika, il y a qui d'autre encore, il y a Mibambo, voilà, donc merci à vous, merci de nous avoir écoutés ce soir. Voilà, donc c'était un petit live pour faire un peu le point sur l'actualité de ce qui s'est passé récemment et notamment également de mettre en lumière tout ce qui s'est, mettre en lumière voilà tout ce qui se passe en Afrique, les complots, on en a parlé, donc voilà. On a fait une petite revue d'actualité de ce qui s'est passé chez nous. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci également à notre auditeur qui s'est connecté avec nous pour apporter sa contribution à cette émission. Merci à tout le monde. Et puis on se donne rendez-vous prochainement pour un prochain débat. Et donc je vous invite toujours à vous abonner sur la plateforme Sans Tabou. Bientôt on sera 30 000 abonnés. Bientôt on sera 30 000 abonnés sur Sans Tabou. C'est énorme, c'est énorme. Continuez à vous abonner, continuez à partager les émissions. Et puis si vous souhaitez intervenir, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez ici, vous rajoutez Sans Tabou 241 sur Skype, vous cliquez et puis on va vous rajouter sur les débats. Donc merci à tout le monde et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour un prochain débat. Merci à tout le monde et bonne soirée.